Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai aujourd'hui la chance et l'immense honneur d'être dans une boutique d'exception en plein cœur de Paris. Nous sommes chez Da Vinci Watches en compagnie de Rémi. Bonjour Rémi. Salut. Merci de nous accueillir ici. Merci à toi d'être venu. Première vidéo que je fais sur une exploration du monde de l'horlogerie. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'offrais sa première Rolex à ma copine que vous avez adoré. Si vous n'avez pas vu la vidéo, et juste ici, je vous la mets là. Et aujourd'hui, on va plonger encore plus profond dans ce monde magnifique des montres d'exception. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Pour les gens qui ne connaissent pas ta boutique, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu fais ici avant de nous expliquer comment tu en es venu à faire ce que tu fais ici? Donc aujourd'hui dans cette boutique, je réponds à une demande de clients qui cherchent des modèles bien spécifiques, dits rares, et qui ont cherché, qui ont tourné toutes les boutiques, etc., qui ne les ont pas à disposition. Et donc moi je suis au prix du marché, je ne suis pas au prix boutique, mais au moins les pièces sont disponibles chez moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu cherches, je vais parler de Rolex, tu cherches un Daytona, une Submariner, une GMT ou autre, tu as fait le tour des boutiques, tu es prêt à l'acheter, tu la veux vraiment, on te dit non, on te prend même pas sur liste. La solution, c'est de se tourner vers ce qu'on appelle le marché gris. Le marché gris, donc moi, je ne suis pas détaillant officiel Rolex, Audemars, Patek, etc. Mais j'ai des clients, des professionnels avec qui voilà, je peux racheter des montres et mettre à disposition des montres au prix du marché. Cette passion pour l'horlogerie de luxe, parce que tu fais pas de l'horlogerie accessible, entre guillemets, c'est que des pièces, comme tu l'as dit, relativement rares ou relativement difficiles d'accès. Elle t'est venue comment? C'est un truc que tu as toujours eu depuis petit, qui t'anime depuis toujours? Exactement, j'ai toujours été passionné d'horlogerie, donc mon parcours c'est très simple, étant passionné d'horlogerie, plus jeune je savais pas tellement quoi faire, j'ai fait une école de commerce qui était tournée vraiment luxe. Après je me suis spécialisé en horlogerie, donc au cours de mes stages, et je suis rentré dans différentes maisons d'horlogerie il y a plus d'une dizaine d'années. Relativement fermé. C'est très dur d'y rentrer, c'est un métier de passion en fait, c'est aussi simple que ça, je pense que c'est comme beaucoup de métiers, pour bien faire les choses il faut être passionné. C'est pas du travail quand on est le soir en train de se renseigner sur telle ou telle maison, tel ou tel modèle, telle ou telle complication, telle ou telle je sais pas, spécificité d'une pièce horlogère. C'est sa culture personnelle, c'est de la passion, c'est pas du travail. Mon métier, bien sûr, c'est un métier où il faut de l'expérience. Maintenant, c'est un métier de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ouvrir une boutique comme la mienne, il faut déjà une petite notoriété sur le marché. Les gens ont besoin d'être en confiance quand ils viennent chez toi. Logique. En termes de clientèle, tu as majoritairement des hommes. L'horlogerie, c'est un peu macho de dire ça, mais c'est 90-95% d'hommes et à peu près 5% de femmes. Les femmes sont plutôt dans la joaillerie, les hommes plutôt dans l'horlogerie. C'est un peu le seul bijou de l'homme, donc c'est pour ça que les hommes se font plaisir là-dessus. On est d'accord. Et en termes de classe d'âge, parce que je pense que l'horlogerie de luxe, c'est probablement une idée ou un concept qui pouvait être relativement peut-être un peu daté ou un peu poussiéreux il y a peut-être une trentaine d'années, et qui maintenant, notamment à la faveur du carton, de montres un peu plus sportives avec un cachet un peu plus moderne, j'ai l'impression que la clientèle de l'horlogerie de luxe rajeunit un peu. Toi, tu es hyper jeune et tu es passionné de ça depuis très longtemps. Moi, ça n'existait pas quand je me suis passionné sur l'horlogerie, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait beaucoup. Le phénomène un petit peu de partenariat et de sponsoring aussi. Par exemple, Hublot à l'époque a fait beaucoup tout ce qui était les joueurs de football, les grands sportifs, etc. Depuis, Audemars Piguet, Richard Mille, etc. ont énormément de partenariats ou de sponsoring avec des stars de cinéma, de foot, etc. Et donc, ça a fait que la clientèle a été mise au courant de tout ça. Elle est très exposée à ce genre d'univers. À l'époque de Breguet, Blancpain, etc., il y avait vraiment une certaine clientèle, 50 ans, 60 ans, qui était vraiment intéressée par la chose. Aujourd'hui, vous voyez des Rolex, des Audemars et des Patek dans tous les clips de rap, dans tous les films, les égéries, ça peut être, par exemple, je pense à Audemars Piguet, ça peut être un Omar Sy comme un Messi. Ouais, je pense qu'ils ont compris que s'enrichir de l'inspiration de la mode et des courants aussi de ce qui se fait et d'une culture un peu plus mainstream, c'est tout à leur avantage parce que ça permet de toucher un public beaucoup plus large et de se démocratiser au moins dans l'esprit. Je
pense que oui. Maintenant, à la différence de la mode, l'horlogerie, c'est beaucoup plus long. Entre le moment où tu penses à un modèle, où tu penses à un partenariat, où tu penses à quelque chose et le moment où il arrive sur le marché, il y a plusieurs années. La mode, il y a plusieurs fois par an, il y a des nouvelles collections et ça va vite. L'horlogerie, c'est parfois 8 ans entre le moment où on commence à l'idée vient du concepteur ou du dessin jusqu'au moment où c'est commercialisé. Bon, je pense que vous avez vu qu'on est dans une maison sérieuse et qu'on traite les choses sérieusement. Pour votre plus grand plaisir, Rémi va nous déballer à la fois quelques-unes des montres qui sont le plus recherchées, probablement le plus en vue, tout en étant le plus familier avec l'esprit des gens qui s'intéressent un petit peu aux montres. Et ensuite, peut-être qu'on va avoir la chance de basculer sur des montres un petit peu plus rares, un petit peu plus inaccessibles pour vous faire toucher du doigt un peu ce que c'est que cet aspect très exceptionnel et très privilégié de l'horlogerie de luxe. Alors, qu'est-ce que tu nous as sorti comme petite merveille? C'est que du Rolex. Exactement, donc j'ai commencé à te sortir quelques pièces un peu emblématiques de la maison Rolex, donc les pièces un petit peu recherchées. Donc pour faire simple, il y a 2 Daytona, une Submariner qui est une plongeuse et une GMT, donc un ADN plus du voyage avec un second fuseau horaire. Là on est sur la nouvelle GMT Master 2. Qui est incroyable, que j'étais venu essayer chez toi il y a un truc comme 6 mois. Exactement. Qui est magnifique. Donc on est sur une complication avec un second fuseau horaire et une lunette bidirectionnelle graduée sur 24 heures avec les indicateurs du jour, les heures du jour et les heures de la nuit. Initialement c'était pour que les pilotes puissent mettre leur fuseau horaire de départ et ne pas avoir à recalculer en plein vol Exactement. l'heure qu'il était à l'endroit où il se trouvait dans le monde en fait. C'est une pièce qui a été commercialisée en partenariat au tout début avec la Pan Am, qui était une société américaine d'aviation. Et ce qui est intéressant sur ce calibre, c'est que quand tu règles les heures et les fuseaux horaires, en fait, les minutes et les secondes continuent à tourner. Donc tu n'es pas obligé de re-régler ta montre systématiquement. Tu peux changer de fuseau horaire très régulièrement sans que ça arrête les minutes et les secondes qui sont parfois justement calées à la seconde. Ouais, donc c'est une complication quand même relativement élaborée. Exactement. C'est pas simplement une montre avec 2 aiguilles, l'heure et la date et même pas. La particularité de ce mouvement, donc le 3285, c'est que tu peux revenir en arrière dans un sens ou dans l'autre, alors que les montres en général, il est fortement déconseillé de revenir en arrière, de remonter dans le temps. Celui-là, il est fait pour ça. Exactement, il n'y a aucun souci. Génial. Donc là, on est sur une déclinaison avec un bracelet jubilé, qui est voilà, un rappel sur les bracelets jubilés d'époque. Et donc, c'est un modèle que Rolex avait déjà sorti en Oyster et a sorti après en jubilé. Lequel tu vends le plus entre les deux? Actuellement, ça va être le jubilé parce que c'est un petit peu le dernier modèle qui est sorti. Et là, ils viennent, il n'y a pas longtemps, de ressortir un bracelet Oyster parce qu'à mon avis, il y avait de la demande. Là, on va être sur une Submariner, lunette verte. Donc, c'est la nouvelle qu'on appelle, enfin voilà, c'est plus les passionnés qui l'appellent la Starbucks. D'accord. Donc on est sur un cadran noir et une lunette verte. Qui est un modèle de 2020. Celui-ci est de 2021. D'accord. Mais la précédente, qu'on appelait la Hulk, avait un cadran vert également, était en 40 mm, celle-ci est en 41 mm. D'accord. Et donc on est vraiment sur une plongeuse. Donc avec une lunette unidirectionnelle cette fois-ci, ouais. qui permet, quand on met la flèche au niveau de l'aiguille, d'avoir son temps de plongée. À quel moment démarre la plongée, c'est ça? Exactement, c'est ça le plus important pour un plongeur. Après, on passe au modèle emblématique qui est le Daytona, qui est la pièce la plus rare de chez Rolex. Donc là, on est sur une pièce qui a un ADN plus de course automobile, avec une lunette qui est graduée donc en kilomètre-heure, une lunette tachymétrique. En référence à Daytona Beach, qui est juste au nord de Miami. En référence au circuit de Daytona qui est aux États-Unis. Ici, donc la lunette, c'est très simple, donc c'est un chronographe et non un chronomètre. Les gens utilisent beaucoup ce terme, mais là, on est vraiment sur un chronographe. Ici, en fait, quand on démarre le chrono, donc l'aiguille des secondes qui est ici va démarrer. Donc quand tu passes la première borne kilométrique, tu démarres le chrono. Quand tu arrives à la seconde borne kilométrique, tu appuies sur le chrono pour l'arrêter. Et en fonction de l'endroit où l'aiguille des secondes s'est arrêtée, tu as ta vitesse. Ta vitesse moyenne, tout à fait, sur 1 km. Tachymètre qui est imprimé qui est gravé d'ailleurs, probablement pas imprimé, sur la lunette. Donc là, les modèles que je viens de te présenter, c'est des modèles qui sont quand même très complexes à obtenir. Faut vraiment monter patte blanche, faut vraiment avoir un bel historique chez son détaillant ou être un gros client sur de la joaillerie, de l'horlogerie, d'autres pièces, etc. Donc là, au niveau tarif, on va être sur cette Submariner actuellement sur le marché gris autour de 17-18 000 euros. La GMT aujourd'hui, on est à peu près dans les mêmes tarifs, on est à 17 500 actuellement. Même si ça monte actuellement, on vous fait cette vidéo en juillet, donc si
elle sort probablement en août, les prix auront peut-être évolué. Exactement. Parce que évidemment, c'est des modèles qui prennent beaucoup de valeur et que le marché de l'horlogerie, même si on est sur des temporalités longues, va vite. Ça va très vite et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'horlogerie et des gens qui, je n'aime pas l'utiliser le terme, mais on est obligé aujourd'hui dans cette vidéo, qui investissent dans l'horlogerie. L'investissement, c'est de la spéculation. Donc, c'est une pièce, par exemple, les Daytona que je vendais autour de 23-24 000 euros il y a 6-7 mois et aujourd'hui, on est à plus de 30 000 euros. C'est incroyable. Donc, c'est une pièce qui a pris 1 000 euros par mois. Absolument incroyable. Là, tu nous as sorti des merveilles. Il y a même des modèles que j'ai jamais vus en vrai. Ouais. Là, en fait, je t'ai sorti la collection Daytona en matériaux plus précieux. Donc, précédemment, tu as vu les pièces en acier. Qui sont déjà pas mal. Là, je t'ai sorti quelques déclinaisons. Donc, les déclinaisons en métaux précieux, donc tu as l'or jaune. Ouais. Avec un magnifique cadran vert, qui est une pièce qui est rarissime. Qui est très recherchée. Exactement. Tu disais que tu l'as racheté 60 quasiment. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. C'est incroyable, ok. Même un peu plus aujourd'hui. Ouais, incroyable. Voilà. Ok. Là, on est sur une pièce en platine. Donc, c'est une pièce, tu peux la peser. La Platuna. Voilà, exactement. Alors, les gens pensent très souvent que le platine, c'est extrêmement léger parce que c'est un alliage de très haut vol, mais c'est extrêmement lourd. C'est-à-dire que même par rapport à l'or, qui, si je dis pas de bêtises, est plus lourd que l'acier. Oui. Elle fait quoi? Elle fait 250 grammes, ça compte? Ouais, t'es pas loin, je pense. Dans la vraie vie, si le platine et l'or n'étaient pas aussi chers, je pense que toi, j'essaie de faire un parallèle avec ce que tu pratiques, les haltères seraient pas en acier, mais seraient en platine. Parce que c'est tellement dense que ce serait beaucoup plus intéressant. Incroyable. Alors, le platine, les gens l'achètent pas forcément pour sa résistance, c'est vraiment pour son éclat, pour l'aspect vraiment luxueux et rare du métal. Voilà. Tout le bracelet. La totalité est en platine. Tout est en platine. Tout est absolument en platine, sauf la lunette qui est en céramique. D'accord, ok. Donc la déclinaison en or rose et sur bracelet Oyster Flex, donc du Daytona or rose cadran noir. Incroyable. Donc là on est sur une pièce tout en or rose, avec la lunette en or rose. C'est très très beau, hein. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Et là on est sur une pièce avec un bracelet Oyster Flex, qui est un bracelet breveté par Rolex, avec à l'intérieur une tige de métal et un coussin qui est à la fois... C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est génial. Très confortable et anti-transpirant. C'est une pièce qui est très facile à porter, qui est très sport, avec une lunette en céramique et un verre saphir. Ça fait une pièce en or mais qui est très peu fragile et qui peut être portée vraiment dans toute situation. En termes de tarifs, l'or rose est plus cher que l'or jaune. Alors forcément. Ici c'est une particularité, l'or jaune cadran vert est très recherché. Là on n'est plus dans des considérations de c'est de l'or, c'est de l'acier, c'est plus cher, c'est moins cher. On est sur des considérations vraiment d'offres, de demande, de disponibilité et de collection. Okay. Donc là l'or jaune cadran vert est plus cher. Dans l'absolu, l'or rose qui est en Ever Rose, donc c'est un alliage d'or et de platine, est plus cher normalement, en tout cas en plus boutique. Et là il y a une déclinaison qui est sur une pièce totalement en or blanc. Donc là on est sur un magnifique cadran gris avec les sous-compteurs noirs et on est sur la lunette et la boîte et le bracelet en or blanc. Le plat de résistance. C'est ça. On a déjà eu les entrées avec un petit peu Rolex, etc. On est au plat de résistance. Donc là on est sur un modèle emblématique, on est sur la Royal Oak. 15202. T'es bon. 15202, donc c'est le Royal Oak le plus recherché du marché qui vient d'être arrêté. Donc on est sur une pièce qui est absolument extra plate. Extra plate, ouais. Le calibre 21-21, donc c'est une pièce qui est vraiment extraordinaire. Son petit nom c'est la Jumbo. Exactement, la Jumbo Ultra Fine. Qui n'a pas d'aiguille des secondes. Exactement, donc c'est heure, minute et date. Magnifique. Voilà, donc on est vraiment sur une réédition donc, de la 5402, le modèle que Gérard Ginta a dessiné pour Audemars Piguet dans les années 70. C'est une des pièces les plus enviables actuellement chez Audemars Piguet. Et c'est pas la plus facile à obtenir. Non, je t'ai sorti des pièces un peu plus qui sortent de l'ordinaire, parce que là jusqu'avant j'ai sorti pas mal de Rolex un petit peu normal. C'est magnifique. Donc là on est sur un tourbillon concept Royal Oak Offshore. Incroyable. Donc ce qui est assez sympa, donc on est là il est arrêté d'ailleurs, il est même pas remonté. Mais je vais le remonter un petit peu, comme ça tu vas pouvoir voir le tourbillon tourner un petit peu, voilà. Offshore, pourquoi? Parce que c'est une inspiration nautique pour ces montres? Tout à fait, et puis c'est les offshore en fait c'est une collection chez Audemars Piguet qui est plus imposante que la Royal Oak normale. C'est 44 mm? Non, il y a des offshore en 42 également. Je savais pas. Il y a du 42 et du 44. Donc voilà. Là en fait ce qui est sympa, donc c'est un chronographe. Donc quand on le lance, donc tu vois bien l'aiguille se lancer. Et ici, après, l'indication des minutes et des heures viennent avec ces compteurs-là. Magnifique. Donc, tu vas venir voir les petits index monter. Tu as deux fuseaux horaires possibles, en fait? C'est-à-dire que tu as... Ah non, ça, c'est les indications des minutes et des heures du chronographe. Exactement, heure-minute. Incroyable. Là, tu as la réserve de marche. Donc, tu vois, je l'ai remonté un tout petit peu. En fait, il y a une énorme réserve de marche qui doit être peut-être de 8 ou 10 jours sur cette pièce. Donc, c'est incroyable. Et le HNR, en bas, c'est quoi? Et bah, tu vas voir. Là, je vais dévisser la couronne. Et au moment où je la règle, par exemple, toc, là, si je tire, elle va sur le R
donc pour remonter la montre. Ouais. Si je tire une deuxième fois, va sur le H pour hour. D'accord. Donc ça c'est pour remonter l'heure, et là le N c'est pour genre neutre. Ouais. Voilà. On Tu peux exactement, c'est un peu ça. C'est incroyable. C'est assez fou. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est du carbone tout autour. Exactement. La boîte est totalement en carbone et la lunette est en céramique. Incroyable. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus sport et un petit peu moins discret que ce que tu nous as sorti depuis tout à l'heure, mais c'est un vrai charme quand même, c'est très chouette. Tout à fait. C'est des montres qu'on voit pas tous les jours, ça. Non, vraiment pas. Clairement pas. Il y en a eu très très peu, et c'est une montre quand elle est sortie qui faisait plus de 300 000 €. Donc on est sur quelque chose de... D'accord. Voilà, t'en vois pas tous les jours. Ok, voilà. Ça c'est dit. Voilà la raison. Ok. Là on est sur une diver, donc une montre de plongée. Pareil, en fait, bon, c'est une montre de plongée où en fait on peut venir faire tourner le réo, voilà, quand tu commences ta plongée, voilà, comme sur la Submariner tout à l'heure. Là tu viens faire correspondre le réo, et comme ça tu as ton temps de plongée, voilà, tout simplement. C'est vraiment une pièce de plongée. Voilà, je vais la remettre à 0. Génial. Et derrière, j'ai sorti un petit peu de Patek Philippe parce que c'est une maison qui est vraiment magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles maisons de l'horlogerie. J'ai pas des tonnes de pièces, que c'est des pièces qui partent très vite. Les Nautilus et les Aquanaut sont vraiment les pièces les plus recherchées chez Patek. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une Jumbo également. Donc c'est une pièce en or blanc, un 5168G. Ça, c'est une Aquanaut. Exactement, c'est une Aquanaut en or blanc. D'habitude, l'Aquanaut va être en 40 mm. Là, on est sur du 42, donc un petit peu plus grand. Et ils ont sorti cette déclinaison en deux couleurs, en bleu marine et en vert. Donc voilà, on est sur une pièce vraiment emblématique de la maison Patek Philippe. Si je dis pas de bêtises, ils la font en marron, mais c'est sur de l'or rose. Exactement. L'or rose, c'est cadran chocolat et bracelet chocolat. Ça, clairement, pour l'avoir chez Patek. Sur le papier, c'est 2 ans d'attente. Sur le papier, mais... non, mais en fait, aujourd'hui, Patek Philippe, si t'es pas déjà client chez eux, c'est compliqué de te mettre en liste. Il faut savoir qu'au niveau ratio, Rolex, c'est environ 1 million de montres à l'année. Patek Philippe, ça va être dans les autour de 60 000. Et Audemars Piguet, ça va être plus dans les 40-45 000 pièces à l'année. Donc le ratio entre Rolex qui a 1 million de pièces et Patek Audemars qui sont entre 40 et 60, c'est ridicule. Là on est sur une Nautilus, une pièce femme, tout en or. C'est beau. Donc un 7118 1R. C'est quoi, c'est du 34 ça? C'est du 37 mm. 37 ouais. D'accord. Donc ça c'est le modèle emblématique. J'avais pas de Nautilus homme à te présenter aujourd'hui parce que c'est assez demandé. Comment est-ce que tu expliques que, parce que à moins que je me trompe, c'est des montres avec relativement peu de complications. Comment tu expliques que ce soit des montres aussi courues, aussi demandées, alors que dans le design, mais c'est peut-être la réponse est peut-être dans la question, elles ont l'air aussi simples. Enfin, c'est pas une flic-flac, mais tu m'as compris, il y a 2 aiguilles, une aiguille 2 secondes et un peu de date et terminé. La perfection est dans la simplicité. Aujourd'hui, que ce soit ton design royal, quand tu le vois, ça paraît simple. Quand c'est sorti dans les années 70, ces 2 pièces sont sorties à peu près dans les mêmes années et c'est venu révolutionner l'horlogerie et les gens ils n'ont pas compris au début ces designs. Pourquoi c'est aussi demandé? C'est une question d'offre et de demande. Il y a beaucoup de gens qui en veulent, il y a très peu de monde qui sortent. Logique. En termes de tarifs, là? En termes de tarifs, ici on va être sur une montre qui vaut 85 000 €. Cette pièce en or, pareil, elle va être, je dis peut-être une bêtise, mais dans les 38-40 en boutique Patek, et sur le marché ça vaut plus vers les 60-65 000 €. Donc là, on a plus de 500 000 € de montre sous les yeux, facile. Exactement. Ok. On va continuer peut-être avec des pièces un petit peu customisées ou Avec grand plaisir. Donc là, j'ai été sur autre chose. Donc je t'ai présenté des Rolex, des Audemars, des Patek. Là, j'ai sorti quelques pièces donc d'une maison qui s'appelle les Artisans de Genève. Donc en fait, ils prennent des Rolex, ils les personnalisent totalement. Il y a différentes maisons qui font ça aujourd'hui. D'accord. En maison un petit peu connue, etc. Entre la Suisse et la France, tu as Skeleton Concept et Artisans de Genève. Là aujourd'hui en boutique, il se trouve que j'ai tout vendu en Skeleton et qu'il me reste des Artisans de Genève et les 2 maisons sont absolument extraordinaires. Ouais, on est d'accord. Donc là on est sur la Montoya en or, c'est une pièce à 42 pièces montre, donc on est sur un Daito en or rose qui a été totalement, comme tu peux le voir, brossé. D'accord. Avec une lunette en carbone, et la particularité de ces pièces c'est que le calibre a été totalement squeletté. On est sur des squelettes, il y a un travail absolument incroyable. Tu as le cadran qui est transparent et le calibre qui est squeletté, donc ça c'est vraiment top. Donc à la base Rolex, on est sur des montres qui sont vraiment des tool watch, donc c'est pas du tout fait pour être beau, pas fait pour voir le mouvement, etc. Et là ils en ont fait des œuvres d'art. Donc celle-ci, elle a une lunette en saphir. C'est encore sur une base de Daytona. Exactement, on est sur des bases de Daytona. Lunette saphir, mouvement squelette. Et là la particularité de celle-ci, c'est que je vais pas te montrer en dessous pour les numéros de série, mais on est sur un mouvement manuel, donc un remontage manuel. Ils ont enlevé la partie automatique du Daytona. D'accord. Alors que celle-ci, la partie automatique du Daytona a été conservée sur la Montoya. D'accord. Ce qui veut dire que là, tu es obligé de la remonter systématiquement. Exactement. Tous les jours. Non, c'est plus tous les 2-3 jours. D'accord, ok.
Voilà. J'ai pas fait attention à la réserve de marche, mais je pense qu'on est sur une réserve de marche de au moins 2 jours. D'accord. Là, on est sur une pièce, donc une Submariner sans date à la base, donc le 114 060 qui a été totalement personnalisé. Là, on est sur une tribute, donc on est sur un hommage à une pièce ancienne, donc la 6536 Brown. Brown, c'est pour à la base le cadran sur les vintage est noir et prend une teinte un petit peu marron, chocolat. Ici, sur la lunette céramique, donc il y a le petit triangle rouge comme à l'époque. Ils ont enlevé les épaulements. Tu vois, sur les montres, d'habitude, il y a un épaulement ici. Il a été retiré comme sur les pièces anciennes. D'accord. Là, le calibre a été ajouré avec une masse oscillante en or. La particularité, c'est que la partie qui est censée être miroir a été microbillée, là. Ah, c'est microbillé. Ouais, là, si tu passes la main. Bon, là, il y a un sticker dessus, mais sinon, c'est microbillé. D'accord. Et voilà, on est sur vraiment un look très vintage. Le verre est un verre saphir qui est bombé. Enfin, là, c'est un verre qui est dans saphir. À l'origine, il était en plexi et il est bombé. Et ils ont fait des petits détails comme tu vois, les cornes, elles ont été, il y a des chanfreins, elles ont été travaillées un petit peu comme des pièces. Et ça, c'est des pièces donc, qui peuvent s'acheter chez Artisan de Genève. Tout à fait, il faut aller sur le site Artisan de Genève et les commander. Donc en général, il faut fournir la pièce, la donneuse, ce qu'on appelle la donneuse. Donc ça va être un Daytona en acier, un Daytona en or ou un Submariner. Avec la customise. Exactement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la boutique. Après, j'ai des pièces un petit peu plus standards, simples, des Datejust. Je suis vraiment spécialisé, comme je le disais tout à l'heure, dans les pièces rares. C'est-à-dire que là, on est sur de la personnalisation, donc on est sur des choses extrêmement rares et très pointues. Ça s'adresse à une clientèle. C'est rare que la première montre qu'on achète, on achète tout de suite une pièce customisée, bien spécifique, qui est vraiment adressée à une clientèle de niche. Mais j'ai un ensemble de pièces comme des Datejust, des Oyster Perpetual, des petites Submariner, des choses comme ça, qui sont un peu plus daily. Voilà. Ça marche très bien. C'est ce que je vends le plus souvent en fait. Là, ce que j'ai sorti des pièces un petit peu plus intéressantes, on va dire, mais le gros des ventes, ça va être de la Datejust, ça va être de la Submariner, ça va être voilà. Mais j'aurais pu te sortir, j'ai des Seedwheeler, j'ai des Skydweeler, j'ai une Dipsy, j'ai un petit peu de tout. Bon mes soldats, j'espère que vous avez apprécié cette petite exploration et plongée en eau profonde dans le monde de l'horlogerie de très haut niveau. Par pitié, si vous êtes passionné d'horlogerie ou que vous vous intéressez à ça de près ou de loin et que vous êtes de passage à Paris, passez ici chez Da Vinci Watches. On est rue Jean Mermoz au numéro 19. Tout à fait. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez pouvoir rencontrer Rémi qui est un immense passionné, qui a une expertise des montres de luxe, de l'ensemble de ces maisons horlogères qui est incroyable. Si vous voulez simplement pour le plaisir des yeux jeter un œil à son Instagram, je vous mets le lien juste ici. Il poste beaucoup de contenu sur les montres qui est absolument exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, éclatez-nous les pouces bleus juste en dessous et cliquez, on vous le dit à chaque fois, mais c'est important de prendre 30 secondes pour le faire sur le petit bouton sur lequel il y a marqué s'abonner. Si vous avez aimé la vidéo, je pense qu'on pourra en refaire avec Rémi. Merci infiniment de ton accueil. Merci à toi. Moi, évidemment, vous voyez mon sourire depuis tout à l'heure. J'ai adoré ce petit tournage. J'ai l'impression d'être un peu au paradis des petits chats parce que c'est magnifique de pouvoir avoir l'ensemble de ces montres à disposition, de pouvoir les voir et les toucher. J'espère que vous en avez pris plein les yeux et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, avec le sourire plus fort et plus fit. Bye. On a eu très peu et c'est une montre quand elle est sortie qui faisait plus de 300 000 €. Donc on est sur quelque chose de... D'accord. T'en vois pas tous les jours. Ok, voilà. Ça c'est dit. Voilà la raison. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.